Bonjour à tous, bienvenue dans notre atelier Prépare-toi. Aujourd'hui, séance maths 18. Nous allons revenir sur le concept des formules de dérivation, du taux d'accroissement et nous allons reparcourir des fonctions de référence. Alors, nous allons reprendre la définition même du nombre dérivé. Pour pouvoir définir une fonction dérivée, on part du nombre dérivé que vous avez vu en première, f' de a qui est à la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a de tout sur h. Alors, pour arriver à réexpliquer d'où vient cette formule, parce que c'est une formule qui est vue en première très rapidement, qui justifie toutes les formules de dérivation, c'est le but de notre séance, c'est de comprendre que tout votre formulaire des formules de dérivation vient de cette unique formule. Nous allons aussi voir que cette formule ne génère pas toujours un nombre dérivé. Il y a certaines fonctions qui sont non dérivables, tout simplement parce que le nombre dérivé est défini comme une limite. Nous allons voir que cette limite n'existe pas toujours. Alors pour cela, nous allons commencer par un exemple. Je vous prends une fonction qui est qui est un polynôme, et on prend un antécédent a, et en a, on va considérer le taux d'accroissement qu'on va noter delta a x. Le taux d'accroissement de a en x, c'est le coefficient directeur de la droite AM, qu'on appelle aussi une corde. C'est une droite qui relie deux points d'une courbe, on appelle ça une corde. Donc le coefficient directeur de cette droite AM, vu qu'on a les coordonnées de A et les coordonnées de M, vu que A et M sont sur la courbe, ils sont forcément de la forme x f de x ou a f de a. Tout dépend de l'abscisse du point. Et donc, le coefficient directeur d'une droite, c'est différence des ordonnées sur la différence des abscisses, c'est-à-dire f de x moins f de a sur x moins a. Et donc, la question c'est que se passe-t-il si m se rapproche de a, ou plutôt si petit x se rapproche de petit a. Si petit x se rapproche de petit a, m va se rapprocher de a aussi. Imaginons que m soit là. Dans ce cas, on va avoir notre corde qui fait ça. Si m est ici, notre corde va faire cela. Et on voit que plus m se rapproche, plus notre corde va ressembler à la tangente au point d'abscisse A. Et donc, on va se poser la question, quand x se rapproche de A, alors si x se rapproche de A, je vais noter h. Donc on pose h, alors double point égal parce que c'est une définition, qui vaut x moins A. C'est-à-dire, je veux que h soit égal à, que x soit égal à a plus h. Et dans ce cas-là, le taux d'accroissement en a, mais plus en x, mais en a plus h, va nous donner f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a. Donc pour expliquer le principe, j'ai juste remplacé le x dans mes deux expressions en a plus h à chaque fois. Et on remarque que, que les a se simplifient, pas du tout les h, et on retombe sur notre expression f de a plus h moins f de a sur h. Et donc, quand petit h va être proche de 0, c'est-à-dire quand x va se rapprocher de a, petit h va tendre vers 0, et donc on peut se dire que pour certaines fonctions, la limite existera, et on peut définir, la question c'est est-ce que la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h, est-ce que cette limite existe? Alors pour les élèves de terminale, vous voyez rarement des limites qui n'existent pas. On va voir quelques exemples tout à l'heure. Et donc, si cette limite existe, on appelle f' de a cette grandeur. C'est celui-là. Et si cette grandeur n'existe pas, on dira que la fonction n'est pas dérivable en a. Alors, exemple sur une courbe, on peut voir que la tangente en 0
sur notre graphe existe, elle est horizontale. On peut se poser la question, en ce point, est-ce que la tangente existe? Et on peut voir que oui, à nouveau. En revanche, premier cas de figure, le point d'abscisse 1, qui, quand on va venir de la gauche, va générer une tangente. Quand on vient de la droite, génère une autre tangente. Donc si on s'intéresse aux limites, la limite quand h tend vers 0, si h est positif, notre tangente sera positive, notre nombre dérivé sera positif, alors que quand h est négatif, la limite va tendre vers un nombre négatif. Et donc la limite à droite et la limite à gauche ne sont pas identiques, et donc la limite tout court en 1, pardon, quand h tend vers 0, mais quand a vaut 1, n'existe pas. Et donc on dit que la fonction n'est pas dérivable au point d'abscisse 1. Donc deux possibilités, soit la limite n'existe pas, alors elle peut ne pas exister parce que, comme ici, elle a deux valeurs distinctes, mais il y a d'autres situations où elle n'admet pas du tout de valeur. Autre possibilité, soit elle n'existe pas, donc on l'a dit, soit elle existe, mais elle vaut plus l'infini, comme on le voit sur cette courbe ici, la tangente est verticale, et dans ce cas-là, le nombre dérivé serait égal à plus l'infini. On n'accepte pas plus l'infini comme valeur d'un nombre dérivé, et donc on dit que la fonction n'est pas dérivable non plus. Donc là, vous voyez une courbe qui est dérivable partout, entre moins 1 et plus l'infini, sauf en moins 1 et sauf en 1, pour deux raisons distinctes. La première, une tangente verticale, donc un nombre dérivé potentiellement infini qu'on n'accepte pas. Autre possibilité, c'est deux tangentes candidates, une quand on vient de la gauche, une quand on vient de la droite. Et dans ce cas-là, on refuse de choisir. On ne dit surtout pas que la tangente est horizontale. Il y a des élèves parfois qui pensent ça. Et donc, le nombre dérivé n'existe pas et la fonction n'est pas dérivable au point d'abscisse 1. Alors, nous allons mettre en application maintenant la formule fondamentale sur un exemple. C'est souvent ce qui est fait en première comme premier exemple d'application pour calculer la dérivée de la fonction carré. Donc on prend une fonction f dont la formule est f de x qui vaut x au carré et on va, à l'aide de la formule fondamentale de la dérivation, calculer f' de x. Donc f' de x, j'applique la formule, donc c'est toujours la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Et on va calculer d'abord cette expression. Donc on pourrait très bien se dire, on ne considère pas la limite pour l'instant, on s'intéresse juste au taux d'accroissement, on calcule f de x plus h moins f de x sur h, on calcule, on simplifie, et une fois qu'on arrive à la fin, on s'intéresse à la limite. Moi, je vais directement considérer la limite et je vais traîner du coup le symbole limite tout du long, ce qui ralentit un petit peu des choses, mais ce que beaucoup d'élèves font. Et donc, il faut remplacer notre expression ici quand f, c'est la fonction carré. Je vous conseille très vivement de toujours commencer par le plus simple, et chez nous, le plus simple, c'est très clairement d'exprimer f de x, vu que f de x, f c'est la fonction carré, f de x, c'est x au carré. Sur h, pas très compliqué. Maintenant, il faut s'intéresser à f de x plus h. Donc si f de x, c'est x au carré, c'est-à-dire f prend l'antécédent et l'élève au carré. Notre antécédent chez nous, c'est x plus h, et donc c'est x plus h, le tout au carré. Si on ne met pas des parenthèses, il n'y aurait que h qui serait au carré, et il ne mettrait pas son antécédent en entier au carré. Et donc on tombe sur cette expression. On va calculer notre limite après avoir simplifié le numérateur par identité remarquable x plus h au carré, donc x au carré plus 2xh plus h au carré moins x au carré. Je mets entre parenthèses juste pour bien qu'on comprenne ce qui vient de x plus h au carré et ce qui était le moins x au carré, le tout sur h. Et donc limite quand h tend vers 0, de x au carré moins x au carré se simplifie. Et donc il va me rester 2xh plus h carré sur h. Alors si on fait un petit bilan pour l'instant et qu'on essaie de calculer la limite, on va voir qu'on tombe sur un problème. 2xh va tendre vers 0 quand h tend vers 0. H au carré va tendre vers 0 et donc la somme tend vers 0. Et h tend vers 0 et on tombe sur une forme indéterminée 0 sur 0. Et tout la levée de cette indétermination va venir de la simplification par h comme la plupart du temps. Donc limite quand h tend vers 0. Ici, je peux mettre h en facteur. Alors si je mets h en facteur, lui, il s'en va, le carré, il s'en va et j'obtiens ça. Et maintenant que j'ai mis h en facteur,
je peux simplifier par h, et il va me rester tout simplement 2x plus h. Et si maintenant h tend vers 0, 2x plus h va tendre vers 2x. Et donc la limite de 2x plus h, quand h tend vers 0, c'est 2x. Et ce que je viens de calculer, c'était mon f' de x. Donc je viens de prouver, grâce à la formule fondamentale de la dérivation, que f' de x égale 2x. Alors nous continuons à effectuer le calcul des dérivées pour les fonctions de référence. Donc nous passons maintenant à la fonction cube. Donc de formule f de x égale x au cube. Nous allons nous intéresser de nouveau au calcul de f' de x. On sait que f' de x égale 3x au carré. On repart de la définition du nombre dérivé par la formule de dérivation. Et donc on va devoir calculer la limite quand h tend vers 0, cette fois-ci de la fonction cube en x, c'est-à-dire x au cube, et comme pour la fonction carré, x plus h passé par la fonction carré, donc l'image de x plus h par la fonction carré sera égale à x plus h au carré, donc x plus h en image par la fonction cube nous donnera x plus h de tout au cube. Et donc la seule difficulté qui réside dans ce calcul-là, c'est le développement de x plus h au cube. Alors, je vais vous développer directement cette expression. Je vous laisse effectuer le calcul. Alors, les identitaires marquables à l'ordre 2, vous les connaissez depuis la seconde. Là, on est sur une identitaire remarquable niveau 3. Donc, à l'ordre 3, x plus h au cube. Pour pouvoir le calculer, soit vous développez x plus h au carré et vous remultiplierez par x plus h derrière. Ça peut être une idée où vous arrivez à développer directement x plus h fois x plus h fois x plus h. Vous obtiendrez évidemment une même expression. Donc ici, on tombe sur x au cube plus 3x carré h plus 3x h carré plus h cube moins x au cube. Donc je vous laisse revérifier. Alors sachez qu'on ne va pas faire f de x égale x puissance 4. On va remarquer qu'on a besoin de savoir développer de x plus h puissance 3, puissance 4, puissance n pour pouvoir trouver la dérivée de x puissance n. Et c'est justement le but de la prochaine séance de préparatoire maths 19 sur la formule du binôme de Newton, dont on a besoin pour pouvoir effectuer le calcul de la dérivée de x puissance n. Donc je le laisse pour l'instant en suspens. Je le fais au niveau 3 et on verra la semaine prochaine pour la formule à l'ordre n quelconque. À nouveau, avant de continuer, on va pouvoir remarquer que les x au cube s'annulent. Et à nouveau, qu'on a h en facteur. J'ai h à chaque fois. Donc là, je vais refaire une ligne supplémentaire. Je ne vais pas directement le simplifier sur l'expression. Je vais mettre h en facteur. Il va me rester 3x au carré plus 3x h, vu que j'ai un h dans h au carré, et j'ai un h dans h au cube. Il va me rester h au carré. Le tout sur h, je peux simplifier par h. Et il me reste la limite de 3x au carré plus 3xh plus h au carré. Quand h tend vers 0, h au carré va tendre vers 0. h fois 3x, vu que 3x est fixe, 3x fois h va tendre vers 0 aussi. Et il va me rester 3x au carré. D'où la formule de la dérivée de x au cube. Nous allons maintenant calculer la dérivée de la fonction inverse. Donc la formule de la fonction inverse, c'est f de x égale 1 sur x. Nous allons de nouveau utiliser la formule fondamentale de la dérivation. Donc f' de x qui voit limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Alors cette fois-ci, le calcul va être un petit peu différent. L'idée, c'est toujours de remplacer f par son expression. On commence toujours par le plus simple, donc par f de x. Donc je vais enlever 1 sur x, qui est évidemment l'expression de la fonction inverse. Maintenant, il faut arriver à trouver l'image de x plus h par la fonction inverse. Donc, si l'image de x, c'est 1 sur x, c'est-à-dire on prend l'inverse de l'expression, on doit prendre l'inverse de x plus h, c'est-à-dire 1 sur x plus h. Et maintenant, si on essaie de calculer la limite quand h tend vers 0 de cette expression, x plus h va tendre vers x, donc on va avoir 1 sur x moins 1 sur x qui va faire 0, h qui tend vers 0, on est toujours sur notre forme indéterminée 0 sur 0. Donc il va falloir que l'on trouve de nouveau une simplification par h pour pouvoir s'en sortir. Là, je vous laisse chercher si vous voulez trouver l'idée.
Et l'idée, cette fois-ci, est assez simplement de tout réduire au dénominateur commun. Donc je vais prendre un dénominateur commun à ces deux fractions. Je laisse mon sur h de cette manière-là. On voit que le dénominateur commun va être x fois x plus h. On multiplie chaque fraction par son dénominateur opposé. Et donc je vais obtenir x sur x plus h, et je vais multiplier par x, donc 1 fois x qui va me faire x, moins la deuxième fraction, je l'ai multipliée par x plus h. Maintenant, je vais pouvoir simplifier un petit peu des choses parce que diviser par h, pour éviter d'avoir une fraction de fraction, c'est multiplier par son inverse. Donc je vais avoir 1 sur h, le tout fois cette fraction-là. Et cette fraction-là, on sait que son dénominateur va être x fois x plus h, vu qu'on s'est débrouillé pour avoir un dénominateur commun. Donc ce sera forcément x sur x plus h. Et le numérateur, attention aux parenthèses, c'est x moins x plus h en entier. Le moins devant le trait de fraction. Le trait de fraction joue le rôle de parenthèse. C'est parce que le trait de fraction est long et contient entièrement x plus h qu'on sait que x plus h est entre parenthèses. Et donc, après simplification par x, il va nous rester limite quand h tend vers 0 de 1 sur h fois moins h, je vais mettre le moins devant, sur... Alors le x fois x plus h, je vais le développer, ça peut paraître plus simple au final dans l'explication, on va voir après, je ferai aussi la version où on ne développe pas. On peut simplifier par h, et notre forme indéterminée disparaît. Et maintenant, on peut se poser la question, que se passe-t-il si h tend vers 0 ? xh va tendre vers 0, il ne va plus que rester x au carré au dénominateur, avec un moins 1, et donc moins 1 sur x au carré. Et on retombe bien sur la dérivée connue de la fonction inverse. Alors si on avait gardé ce dénominateur, quand h tend vers 0, x plus h va tendre vers x, et x fois x plus h va retendre vers x au carré. On retombe évidemment sur notre x au carré au dénominateur. Si notre fonction est la fonction racine cette fois-ci, alors de nouveau votre formulaire de dérivation vous dit que la dérivée de la fonction racine c'est 1 sur 2 racines de x, ce qui est loin d'être intuitif. Il y a beaucoup d'élèves d'ailleurs qui en première ou en terminale se posent la question pourquoi la dérivée de la fonction racine c'est 1 sur 2 racines de x, et nous allons obtenir cette formule. Vous allez voir que le calcul est un peu plus délicat, on est obligé de passer par une étape où il faut faire preuve d'un petit peu d'ingéniosité. Et là, cette démonstration est loin d'être évidente, à cause de cette étape en ingéniosité. Vous allez voir qu'en termes de calcul, on arrive à la suivre. Et donc, on va de nouveau remplacer dans notre formule fondamentale, comme toujours. On commence toujours par le f de x. F de x, c'est racine de x. Et cette fois-ci, l'image de x plus h par la fonction racine, c'est racine de x plus h. On peut de nouveau se poser la question, que se passe-t-il si h tend vers 0 ? X plus h va tendre vers x, racine de x moins racine de x va faire 0, et sur h qui tend vers 0, on va obtenir de nouveau la forme indéterminée 0 sur 0. Alors là, on ne peut pas réduire au dénominateur commun, et cette dérivée a été un peu plus délicate à obtenir, et on est obligé, je vous ai dit, de faire preuve d'ingéniosité, et on va multiplier par l'expression du numérateur au signe près. C'est-à-dire, plutôt que de multiplier par racine de x plus h moins racine de x, on va multiplier par racine de x plus h plus racine de x. Au numérateur, au dénominateur, ce qui revient à multiplier tout ça, tout ceci n'est rien d'autre que 1. Égale 1. Vous pourriez dire, pourquoi fait-on ça ? Quel est l'intérêt ? On se retrouve avec une expression qui en terminale peut paraître vraiment compliquée. L'idée, c'est de remarquer ce qu'on a au numérateur. Vous voyez qu'on a une expression de la forme a moins b fois a plus b, ce qui fait apparaître finalement une identité remarquable, et cette identité remarquable va nous permettre de simplifier des racines carrées. Donc je continue avec la limite, quand h tend vers 0, de, je garde mon numérateur. Au dénominateur, j'ai h fois racine de x plus h plus racine de x. Vous pourriez dire, ok, c'est pas très beau, mais pour l'instant, en tout cas, on a ça. Au numérateur, on est sous la forme a moins b
fois a plus b. Et donc, on est sous la forme a carré moins b carré, avec a qui vaut racine de x plus h, donc c'est racine de x plus h, le tout au carré, moins racine de x au carré. Et c'est là que le miracle apparaît, c'est que le racine de x plus h au carré va nous donner x plus h, que le racine de x au carré va nous donner x, et donc on tombe sur la limite quand h tend vers 0 de x plus h moins x sur h facteur de racine de x plus h moins racine de x. Alors, vous pourriez dire, je ne vois pas l'immense intérêt, avant j'avais cette expression-là, maintenant j'ai cette expression-là, qui est quand même bien plus compliquée que celle-là. Alors, on pourrait déjà se dire, les x se simplifient, ok, et après on peut se dire, les h se simplifient. Et je vous rappelle que c'est ça la clé, c'est à pouvoir simplifier les h pour enlever notre forme indéterminée. Alors ça reste un petit peu moche peut-être. On va obtenir, vu qu'au numérateur on n'a plus rien, c'est qu'on a 1, et il va nous rester racine de x plus h plus racine de x. Et maintenant, on peut se poser la question, quelle va être cette limite? Si h tend vers 0, x plus h va tendre vers x, donc racine de x plus h va tendre vers racine de x, par continuité de la fonction racine, mais ça vous verrez un peu plus en première année de prépa. Et donc, on va obtenir racine de x plus racine de x, et c'est de là que vient le 1 sur 2 racine de x. Donc l'étape où on multiplie par l'expression du numérateur, cette fois-ci avec un plus, cette expression, on appelle ça l'expression conjuguée du numérateur. Vous retrouvez le concept de conjugué pour les nombres complexes, et donc c'est l'astuce qui permet d'obtenir la dérivée de la fonction racine. Alors maintenant, nous allons voir une autre formule de votre formulaire de dérivation qui vous dit que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc si u et v sont deux fonctions, on peut se poser la question, quelle est la dérivée de u plus v? Et vous connaissez la formule, u plus v' est égal à u' v plus u' plus v'. Et donc, on va reprendre notre expression, sauf que cette fois-ci, je vais laisser tomber pour l'instant la limite quand h tend vers 0, et je vais juste m'intéresser au nombre, au taux d'accroissement en x, évalué en x plus h, c'est-à-dire au fameux f de x plus h moins f de x sur h. Sauf que ma fonction f, c'est une somme de fonctions, c'est u plus v. Donc, l'expression du taux d'accroissement va s'écrire u plus v en x plus h. Attention, ce n'est pas u plus v fois x plus h. Ça, c'est une fonction. Et ça, c'est une fonction. Évaluée une fois en x plus h, une fois évaluée en x. Et donc, il faut juste se poser la question, si j'ai... On commence toujours par le plus simple. Donc, je vais l'écrire, ça va être une expression un peu plus longue, donc je laisse un peu de place. Moins. Si vous évaluez une somme de fonctions, si vous avez une fonction u et une fonction v évaluée en x, alors cette somme de fonctions vaut u de x plus v de x. Comme j'ai un moins devant, je vais mettre des crochets pour l'instant, pour juste faire comprendre qu'on a exprimé le u plus v de tout en x. Maintenant qu'on sait évaluer u plus v en quelque chose, qu'on l'évalue en x ou en x plus h ne changera absolument rien. Donc on aura u de x plus h plus v de x plus h. Le tout moins u de x plus v de x. Et donc l'idée, c'est arriver à faire apparaître le taux d'accroissement en u et le taux d'accroissement pour la fonction v. Et donc le taux d'accroissement pour la fonction u, ce serait u de x plus h moins u de x sur h. Or ici, on va pouvoir réagencer les expressions au numérateur pour faire apparaître exactement cette expression. C'est-à-dire, je vais mettre u de x plus h moins u de x ensemble, plus v de x plus h moins v de x, le tout sur h. Et vu que quand j'ai deux fractions avec le même dénominateur, je peux les ajouter et obtenir qu'une seule fraction avec ce dénominateur commun, je peux aussi faire la même chose à l'envers, c'est-à-dire scinder cette fraction, ceci c'est tout ça sur h plus tout ça sur h.
c'est-à-dire u de x plus h moins u de x sur h plus v de x plus h moins v de x sur h. Et donc maintenant, si je m'intéresse à la limite quand h tend vers 0 de mon expression, delta en x évalué en x plus h, alors je vais obtenir la limite quand h tend vers 0 de cette expression. Et comme vous avez vu en terminale que la limite d'une somme, c'est la somme des limites quand les expressions admettent des limites, j'obtiens limite quand h tend vers 0 de v de x plus h moins v de x sur h. Alors en prépa, on serait d'abord obligé de justifier ce passage. Nous, normalement, on devrait dire c'est la limite de tout ça et dire que ces deux limites existent, donc la limite de la somme, c'est la somme des limites. Bon, vous verrez ça en prépa, je n'insiste pas trop pour l'instant dessus. Et une fois qu'on a cette expression n'est rien d'autre que la définition de u' de x, donc vos u' de x, plus cette expression qui est la définition de v' de x, et ceci on peut l'écrire u' plus v', le tout évalué en x. Je vais mettre, juste pour plus de clarté, dans ces expressions-là, en rouge, les parenthèses de l'évaluation. Ça c'est pour dire c'est une fonction évaluée en quelque chose. Donc évidemment ici aussi, partout où il y a des 2x, des 2x plus h, mais particulièrement ici où on a déjà des parenthèses avant qui symbolisent la somme fonctionnelle. Alors maintenant, nous allons passer à la formule de la dérivée d'un produit. À nouveau, c'est une formule qui, comme pour la fonction racine, déroute un petit peu les élèves. Autant les élèves acceptent assez facilement que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Par contre, très souvent, les élèves aimeraient, malheureusement, les mathématiques en décident autrement, aimeraient que la dérivée d'un produit soit le produit des dérivés. Or, malheureusement, vous savez maintenant que le produit admet comme dérivée une somme de produits. C'est-à-dire que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc nous allons démontrer cette formule. À nouveau, dès qu'on démontre des formules sur des fonctions, les expressions vont devenir un petit peu plus lourdes. Et donc, on se passe du symbole limite et de la considération de la limite au début. On effectue tous nos calculs sur notre taux d'accroissement. Et une fois que le taux d'accroissement est simplifié, on s'intéresse à la limite. Donc, je m'intéresse de nouveau au taux d'accroissement, cette fois-ci de la fonction u fois v. Et nous allons effectuer finalement notre calcul. Le produit de u fois v en x, par définition, c'est u de x fois v de x. Alors je vais reprendre la même syntaxe qu'avant et mettre en rouge ces parenthèses pour vous faire comprendre que c'est u fois v évalué en x et donc que ça nous donne u en x fois v en x. De la même manière, si u fois v en x donne u de x fois v de x, u fois v en x plus h nous donne u de x plus h fois v de x plus h. Et donc, on se retrouve face à cette expression, et à nouveau, il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir continuer. Et l'ingéniosité, elle vient d'ici. Je vais prendre mon expression fois v de x plus h, un très long trait de fraction, ce ne sera peut-être même pas suffisamment long. Et l'idée, c'est de se dire, j'ai u de x plus h, j'aimerais bien avoir en fait u de x plus h moins u de x sur h, pour pouvoir faire apparaître u'. Sauf que mon u de x plus h est multiplié par v de x plus h. Donc pour pouvoir faire apparaître u de x plus h moins u de x, je vais devoir enlever u de x, mais multiplié par v de x plus h. Alors vous pourriez dire, oui mais je ne peux pas faire ce que je veux. Ici j'ai u de x fois v de x, et vous écrivez u de x fois v de x plus h. C'est pas pareil. Alors vous allez voir ce qu'on va faire. Pour l'instant, je continue mon calcul. Ça peut paraître complètement incohérent, et vous allez voir quel est son intérêt. C'est que maintenant, si je mets v de x plus h en facteur dans cette expression-là, j'ai bien u de x plus h moins u de x, le tout fois
v de x plus h. Toujours le tout sur h. Et je vais avoir un morceau d'expression qui va rester à droite, vous allez comprendre d'où il vient. Et je vais pouvoir finalement couper ma fraction en deux comme avant et obtenir mon u de x plus h moins u de x sur h fois v de x plus h. Alors, je reviens maintenant à mon calcul initial. Moi, j'avais ça, j'ai écrit ça, ce qui n'est pas la même expression. En réalité, ce que je vais faire, c'est que je prends cette expression-là, je l'ajoute et je l'enlève. C'est-à-dire que là, d'abord, je l'ai enlevé, maintenant, je vais l'ajouter. Et maintenant, je réécris l'expression qui me restait à la fin. Alors, pour refaire le bilan de tout ce qu'on vient de faire, j'ai mon expression et entre ces deux termes, j'ai introduit une fois une expression et une fois son opposé. Ce qui veut dire que toute cette partie-là, c'est 0. Donc en fait, j'ai rajouté 0, ce que j'ai le droit de faire. Sauf que ce que j'ai fait là, c'est que je me suis intéressé à finalement les deux premiers termes de mon expression, qui vont être intéressantes pour moi, et miraculeusement, les deux derniers termes de mon expression vont être tout aussi intéressantes pour moi. Alors ceux qui l'ont deviné, vous voyez qu'on peut mettre cette fois-ci u de x en facteur, et il va me rester, alors je vais mettre des crochets, comme ça ce sera plus simple, peut-être plus visible. Il me reste v de x plus h moins v de x. Toujours le tout sur h. Et de nouveau, maintenant, l'idée, c'est de découper ma fraction en deux et d'écrire ça sous la forme u de x plus h moins u de x sur h de tout fois v de x plus h. C'est mon expression ici, où je m'arrange pour mettre le h uniquement ici et dire, prenez cette expression, le fois v de x plus h, vous le mettez sur 1, et vous allez, en remultipliant, exactement tomber sur cette fraction ici. Et plus, cette fois-ci, u de x fois la fraction v de x plus h moins v de x sur h. Et maintenant, je vais m'intéresser à tout ça. Alors, par manque de place, je ne vais pas réécrire la limite de toute mon expression, mais je vais m'intéresser à la limite directement. Alors, cette expression-là, quand h va tendre vers 0, va tendre vers, si h tend vers 0, va tendre par définition vers u' de x. La limite d'un produit, c'est le produit des limites quand ces limites existent. Et donc, v de x plus h, quand h tend vers 0, x plus h tend vers x. Et donc, v de x plus h, par continuité de v, tend vers v de x. Plus, ce truc-là, toujours quand h tend vers 0, va tendre par définition vers v' de x. Et u de x vaut u de x. Donc on obtient u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. Exactement ce que la formule de votre formulaire vous donne. Maintenant, vous comprenez pourquoi la dérivée d'un produit, ce n'est pas le produit des dérivés, mais une somme avec une fois la première fonction qui est dérivée, la deuxième non, et la deuxième fois la première qui n'est pas dérivée, la deuxième oui. Alors, nous allons encore voir les formules de dérivation pour la fonction exponentielle et la fonction ln. Alors, pour la fonction exponentielle et pour la fonction ln, tout dépend de quelles sont les définitions qui sont prises pour pouvoir définir ces fonctions. En première, normalement, vous êtes censé définir la fonction exponentielle comme l'unique fonction telle que sa dérivée est égale à elle-même et qui vaut 1 en 0. Donc, si on prend cette définition pour la fonction exponentielle, naturellement, la dérivée de la fonction exponentielle est elle-même. Donc on n'a rien à justifier parce qu'on a utilisé la dérivée pour définir finalement notre fonction exponentielle. Alors ici on est sur ce qu'on appelle une équation différentielle, il y a une unicité de la solution de cette équation différentielle et du coup ça nous assure l'existence de cette expression. Donc j'insiste pas pour la dérivée de la fonction exponentielle,
vu que c'est un postulat. Alors, en revanche, pour pouvoir parler de la fonction ln qui est la réciproque de la fonction exponentielle, et on a besoin finalement de l'expression, d'une nouvelle expression pour la dérivation, qui est l'expression de la composée. Alors en terminale, vous voyez la dérivée de, je vais l'écrire ici à droite, la dérivée de exponentielle ax plus b. Et la dérivée d'exponentielle ax plus b, c'est a exponentielle ax plus b. En fait, vous voyez que c'est exponentielle de quelque chose. Alors c'est exponentielle d'une fonction affine, mais on pourrait très bien avoir exponentielle de ln de x, exponentielle de cos de x, ou de racine de x, ou de ce que vous voulez. Alors, je vous rappelle que la fonction exponentielle et la fonction ln sont reliées l'une à l'autre. C'est pour ça qu'on a besoin de cette expression-là. Et donc, avant de pouvoir démontrer la dérivée de la fonction ln, on va devoir démontrer une formule un peu plus générale. C'est que se passe-t-il si je veux dériver une fonction qui s'exprime comme une composée, c'est-à-dire une fonction qui est g de quelque chose, g de f de quelque chose. Donc, ce qui s'écrit g rond f. Et donc, ce que nous, on cherche, c'est avoir la dérivée de g rond f. Alors, cette formule n'est pas au programme du tout en terminale, donc là, on prend un petit peu d'avance. La démonstration est un peu plus technique, donc ceux qui ont un peu de mal à suivre en ce moment, je vous invite à passer directement à la section d'après. Ceux qui veulent aller encore plus loin dans le cours, je vous invite à suivre finalement cette démonstration. Donc, pour obtenir la dérivée de g rond f, qui vaut f' fois g' en f, on repart de nouveau du taux d'accroissement pour se libérer des limites et s'intéresser à la limite que tout à la fin. Et donc, on obtient g rond f de x moins g rond f de a sur x moins a. Cette fois-ci, je ne prends pas en x plus h, je prends la première formule qu'on a obtenue, c'est-à-dire f de x moins f de a sur x moins a quand x tend vers a. Et donc, l'idée, ça va être de simplement reprendre ce g rond f de x et l'écrire g de f de x moins g de f de a sur x moins a. Sauf que ça ne va pas vraiment nous avancer d'écrire divisé par x moins a, et on va de nouveau faire une multiplication et une division par la même expression, cette fois-ci d'une manière en diagonale, et je vais multiplier par f de x moins f de a et diviser par f de x moins f de a. Alors ici, je suis en train de multiplier, et là, j'ai divisé. Donc, ces deux expressions-là sont identiques. Si on les multiplie, on pourrait les simplifier, on retombe bien sur notre expression préliminaire. Sauf que ici, on tombe sur le taux d'accroissement de f en x et en a. C'est-à-dire que quand x va tendre vers a, cette expression va tendre vers f' de a. Cette expression-là, on va retrouver finalement une expression à peu près identique. Il faut juste se poser la question, que se passe-t-il si x tend vers a? Alors, ce qu'on va faire, c'est, je vais noter, donc on note y, donc j'utilise le double point égal pour les notations, y vaut f de x, et b égale f de a. Alors, sous couvert que la fonction est dérivable, donc elle est continue, on va avoir y va tendre vers quoi quand x va tendre vers a. Si x tend vers a, f de x va tendre a priori vers f de a, et donc y, pour ceux qui ont deviné, va tendre vers b. Et je vais pouvoir remplacer f de x et f de a par y et b dans mon expression ici, et j'obtiens finalement g de y moins g de b sur, c'est un b, sur y moins b, fois f de x moins f de a sur x moins a. Et donc, si maintenant je prends la limite quand x tend vers a, la limite quand x tend vers a de tout ce truc, quand x tend vers a, par définition, c'est f' de a. Maintenant, quand x tend vers a, on a vu que y tendait vers b. Donc, quand y tend vers b de tout ce truc, va tendre vers, je
je vous laisse deviner. C'est la définition même du nombre dérivé de G en B, c'est-à-dire va tendre vers G' de B. Sauf que G' de B, B, je vous rappelle que c'est f de A. Donc on va tomber sur G' de f de A fois f' de A. Et donc je vais tomber comme ça sur le nombre dérivé en A de mon expression. Ce sera bien f', ici, je l'ai écrit dans l'autre sens, fois G' de f. Et donc on retombe bien, ceci je peux l'écrire, égale G' rond f en A fois f' de A. Avec de nouveau, dès qu'il y a des parenthèses sur les fonctions, je mets en rouge la parenthèse d'évaluation. Et donc on a notre dérivée d'une composée. On va pouvoir utiliser maintenant la dérivée de la composée pour obtenir la dérivée de la fonction ln. Pour obtenir la dérivée de la fonction ln, qui est la fonction inverse, il faut revenir à la définition même de la fonction ln. La fonction ln est l'unique fonction telle que, pour tout x, alors j'utilise des quantificateurs, ceux qui veulent savoir comment on utilise des quantificateurs, on a une leçon sur la chaîne qui en reparle. Donc pour tout x appartenant à R, il faut que ln de exponentielle x soit égal à x, et que pour tout x appartenant à R plus étoile, c'est-à-dire tout x strictement positif, il faut que exponentielle de ln de x soit égal à x. Et donc on va utiliser cette deuxième expression pour pouvoir obtenir la dérivée de la fonction ln. Cette expression, exponentielle de ln de x, je peux l'écrire comme exp de ln de x. Si vous vous souvenez, en première, quand vous avez créé la fonction exponentielle, au début, vous l'écriviez exp, et après, vous avez montré que, comme la fonction cos ou sin, qui s'écrit avec 3 lettres, que la fonction exp pouvait avoir une formule, qui est e puissance x, avec e qui vaut à peu près 271, 82, 81, 82. La fonction ln, elle, on n'a pas trouvé de formule, et donc, on va aussi pouvoir écrire que c'est exponentielle rond ln de tout en x. Donc c'est bien exponentielle de quelque chose, donc c'est une composée, et donc on va dériver l'exponentielle de quelque chose comme une composée. Sauf que nous, on sait que cette expression, elle vaut x tout le temps. Donc je vais dériver maintenant toute cette expression à gauche et à droite de cette égalité. À droite de cette égalité, donc je vais réécrire exponentielle rond ln de tout en x égale x, et finalement, je vais dériver. Si je dérive mon expression, la dérivée de x va faire 1, et la dérivée d'une composée, on avait vu que la dérivée de g rond f, c'était f', donc c'est ln' que l'on est en train de chercher, fois la fonction dérivée, g, c'est g' en f. Donc g, c'est la fonction exponentielle, sa dérivée, c'est elle-même, rond ln de tout en x. Maintenant qu'on a cette expression, exponentielle rond ln en x, on sait que c'est finalement exponentielle de ln de x. Or, exponentielle de ln de x, on a vu que c'est égal à x tout le temps. Et donc j'ai ln' de x fois x qui vaut 1. Et si j'isole la dérivée, j'obtiens 1 sur x. Voilà une méthode pour obtenir la dérivée de la fonction ln. Il existe d'autres méthodes et qui dépendent très fortement de la définition même que l'on a de la fonction ln. On peut très bien définir d'abord la fonction ln avant la fonction exponentielle et définir la fonction exponentielle grâce à la fonction ln. La fonction ln, on pourrait très bien la définir comme une primitive particulière de la fonction inverse. Dans ce cas-là, il n'y aurait rien à démontrer pour la fonction ln, pour la dérivée, et ce serait la dérivée de la fonction exponentielle qui devrait être prouvée d'une manière complètement analogue. Alors nous allons ouvrir un petit peu le sujet. Nous avons vu en début de séance que certaines fonctions n'étaient pas dérivables en certains points. Il y a par exemple la fonction racine qui n'est pas dérivable en 0, la fonction valeur absolue qui n'est pas dérivable en 0, et les mathématiciens ont longtemps cru que les fonctions étaient dérivables quasiment partout, sauf parfois en quelques points, parfois dans une infinité de points. On arrivait à trouver des fonctions où il y avait plein de petits points. Vous prenez la fonction, la valeur absolue,
où il y a un problème en zéro et vous la répétez plusieurs fois, et vous allez obtenir plein de points où la fonction est non dérivable. Et les mathématiciens étaient persuadés que, jusqu'en 1870 à peu près, que les fonctions étaient dérivables quasiment partout, sauf en quelques points anecdotiques. Il n'en est absolument rien. Karl Weierstrass et Leopold Kronecker ont publié en 1872 une fonction qui a jeté un trouble énorme chez les mathématiciens à cette époque-là. Ils ne pensaient absolument pas qu'une telle fonction pouvait exister. Et c'est une fonction qui est continue partout, mais qui est dérivable nulle part. Vous allez la voir apparaître. Cette fonction, qu'on appelle la fonction de Weierstrass, est une fonction, comme une fonction, si vous voulez, un petit peu en dents de scie, ou quand vous regardez un petit peu le paysage d'une montagne au loin, vous voyez que le paysage il est craquelé dans tous les sens. Donc cette fonction, il y a des pics dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais poser à un moment donné sa règle quelque part pour obtenir une direction. Si vous regardez par exemple ici, on voit un pic, on pourrait se dire oui, mais la petite partie qui ramène au pic, eh ben, elle a l'air d'être lisse. Eh ben, ici, on vous a fait un zoom sur la petite partie qui a l'air d'être lisse, et la petite partie qui a l'air d'être lisse, elle est comme ça. Donc, en réalité, on a prouvé à ce moment-là, donc Karl Weierstrass et Leopold Kronecker ont trouvé une formule qui génère cette fonction, et ils ont réussi à démontrer que cette fonction était continue partout et dérivable en aucun point. Il n'y a aucun élément, aucun endroit où on peut dire on est en train de se promener tranquillement sur un morceau de colline bien lisse. Il n'y a aucune partie lisse dans cette fonction, qui est vraiment incroyable. Alors depuis, on a trouvé d'autres, des fonctions qui sont dérivables nulle part et continues partout. Et du coup, maintenant, les mathématiciens savent qu'il n'y a rien d'extraordinaire à ça, même si à ce moment-là, beaucoup de mathématiciens pensaient qu'une telle fonction ne pouvait pas exister. Alors la semaine prochaine, nous verrons les identités remarquables que vous connaissez déjà, mais on va les faire évoluer, et ce qui nous permet de passer des identités remarquables à la formule du binôme de Newton, formule qui nous manque pour pouvoir trouver la dérivée de x puissance n. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt.